Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yalchat Presse TVF à notre émission Le Point et dans le studio du dialogue national inclusif et souverain. C'est un intellectuel qui a choisi d'être dans l'arène politique. Il s'est donné des coups à en recevoir. Pour ses amis, c'est un grand travailleur. Pour ses adversaires, c'est un ambitieux et un brin autoritaire. Yalchat Presse reçoit Abdoulaye Fadoul Sobre pour aborder avec lui l'actualité du dialogue national inclusif et bien d'autres questions. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Vélo. Bienvenue, ça fait longtemps que je vous cherchais pour vous interviewer et nous sommes très honorés et très contents de vous avoir parmi nous. Première question, monsieur Abdoulaye Sabre. Le dialogue national a démarré. Quelles sont vos impressions depuis que les travaux se sont engagés? D'abord, merci beaucoup à Vélo. Pourtant, j'étais à N'Djamena et je suis étonné que vous ne m'ayez pas trouvé. Mais c'est vraiment un vrai plaisir d'être ce matin avec toi ici pour avoir cet échange. Sur les dialogues, moi je pense qu'il y a eu, on va dire, plusieurs séances. D'abord, il y a eu la phase de préparation du dialogue avec une détermination politique des autorités de la transition pour garantir la plus grande inclusivité possible dans le cadre de ces dialogues. Donc on peut, je pense, faire tous les reproches qu'on veut au CMTO et à son président, mais on ne peut pas douter de leur bonne foi et de leur volonté vraiment à réunir le maximum de Tchadiens possible pour qu'ils puissent parler de l'avenir de notre pays. Toujours en amont, le CODNI a fait un excellent travail de préparation technique. Vous avez certainement pris connaissance des rapports qui ont été produits, l'organisation matérielle du dialogue. Donc, dans cette phase de préparation en amont, je pense qu'il y a un travail nickel qui a été abattu par les uns et les autres. Ensuite, à partir de la déclaration du président du Conseil militaire de transition ouvrant le dialogue national, je pense qu'il y a eu, on va dire, plusieurs couacs qui ont conduit à ces psychodrames presque permanents. Lesquels des couacs, monsieur le ministre? Les couacs, oui. Je pense que la première, on va dire, erreur, c'était l'entêtement du CODNI à vouloir s'imposer pour faire adopter le règlement intérieur et installer des présidiums. Et selon vous, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je pense que moi, j'ai donné mon avis dans la salle ces jours-là. Le CODNI, son travail s'arrêtait dès lors que les travaux ont commencé, c'est-à-dire à partir du moment où le président a annoncé l'ouverture du dialogue. Il aurait dû consulter la plénière pour mettre en place une structure provisoire qui devait prendre le relais du travail que le CODNI a fait tout au long de la préparation du dialogue. Je comprends les soucis qui avaient amené le CODNI à vouloir achever, on va dire, cette première séquence avec l'installation du présidium. Mais ce qui leur a échappé, c'est, on va dire, les sentiments ou bien les suspicions, les scepticismes qu'il allait aussi susciter dans la salle, étant donné que vous avez 1400 personnes avec des caractères différents, des tempéraments différents, des Tchadiens qui ne se sont pas parlé depuis des années. Donc, à partir de là est née, on va dire, une certaine méfiance qui a conduit au départ de certains, à la suspension de la participation des autres. Et donc, je pense que la conclusion du travail du CODNI n'était pas réussie. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est que le CODNI devait démissionner, se déstructurer le même jour, et puis laisser le présidium adopter le règlement intérieur et le président du présidium. Non, les présidiums n'étaient pas encore mis en place. Ils avaient commencé d'abord par faire adopter le règlement intérieur. Mais je pense que ce qui a rattrapé un peu cette sortie de route du CODNI, c'était la désignation quand même du président du présidium qui, on va dire, fait unanimité, Gali Gatangote. C'est un opposant politique notoire.
on n'a pas toujours été d'accord avec lui sur le plan politique, mais pour la crédibilité du dialogue, je pense que sa personnalité a mis tout le monde d'accord. Donc ensuite, le présidium s'est installé. Vous avez suivi aussi les tiraillements, les tollés que ça fait au début. Les débuts du présidium étaient, on va dire, également acceptables. Mais je trouve que M. Gali, en tant que président du présidium, il a été un peu pusillanime. Il n'a pas été audacieux. Comment pouvait-il être audacieux selon vous? Dès lors que la plénière était souveraine. Je pense que vous avez suivi la déclaration qu'il avait faite le premier jour. Il avait suspendu la séance. Il a mis en place un comité ad hoc. Bon, on peut discuter de la composition, du nombre pléthorique de ces comités ad hoc. Mais à mon sens, c'est lui qui devrait prendre le lead des démarches qu'il fallait entreprendre auprès des uns et des autres pour les ramener dans la salle. Et il n'est pas encore trop tard. Dès lors que le dialogue est ouvert, moi je ne peux pas comprendre que ce soit encore les chefs de l'État qui soient obligés de courir derrière les uns et les autres pour les ramener dans la salle. Ça, c'est le travail. Pour ceux qui ont quitté, voilà, qui refusent de participer ou qui ont commencé et qui sont partis. Donc il n'est jamais trop tard. Je pense que les présidiums, et son président en particulier, peut encore se rattraper et puis entreprendre, on va dire, les démarches nécessaires pour convaincre certains qui nous ont quittés de revenir dans la salle. Très bien. Vous êtes certainement au courant qu'il y a eu beaucoup de tiraillements dans la constitution des bureaux, des commissions et des sous-commissions. Qu'est-ce que cela augure pour l'avenir? Parce qu'il y a eu beaucoup de tiraillements, il y a eu beaucoup de contestations. Bon, moi-même, je m'étais inscrit dans une des commissions thématiques qui était dédiée à la forme de l'État, à la Constitution et au processus électoral. Mais je n'ai pas voulu, on va dire, entrer dans une compétition pour être dans une commission pour la simple raison que nous avons travaillé parmi l'équipe des experts du contenu. On était de tous les horizons, de toutes les obédiences, et on était des centaines dans les différentes thématiques. Nous avons produit ces documents. Et donc, j'ai estimé que les autres Tchadiens, les autres participants avaient droit aussi au chapitre et qu'il revenait à eux d'apprécier le travail qui a été fait en toute indépendance, en toute liberté. Donc je n'ai pas voulu candidater ou essayer d'intégrer les bureaux d'une quelconque commission. Maintenant, vous savez, dans des assises pareilles, chacun a des ressorts on va dire, qui les motivent, il a des calculs qui déterminent un peu sa position. Et les Tchadiens, par nature, aiment s'exposer, aiment, on va dire, être dans toutes les instances. Donc, si vous faites l'addition des ambitions et puis, on va dire, de cette soif de s'afficher, vous allez avoir ces scènes où, pour juste être rapporteur adjoint, vous avez pratiquement la guerre qui est déclarée. Mais Monsieur Sabre, vous êtes un homme politique. Vous avez des ambitions, vous avez des calculs. Vous ne l'avez plus cette fois-ci? Non, en tout cas pas dans un travail pareil. Mais c'est un grand rendez-vous quand même. Oui, c'est un grand rendez-vous, mais j'ai lu les communiqués du clergé catholique. Oui. Et ils ont dit quelque chose de juste. C'est qu'on avait le sentiment d'assister déjà à la campagne électorale. Alors que le dialogue national inclusif, pour dire les choses de manière un peu schématique, caricaturale, c'est comme si vous avez une malade qui est là, qui est alitée, qui est en agonie. Vous avez une équipe de médecins qui est autour de cette malade, et qu'au lieu de sauver la malade, chaque médecin veut s'empresser, on va dire, de fiancer ou bien d'épouser la malade. Donc là, nous sommes dans la salle pour parler du Tchad, pour parler de l'avenir du Tchad, pour essayer de discuter et adopter pour les meilleurs schémas possibles avec les corrections qui s'imposent par rapport à notre expérience depuis 1960. Or, certains, que je ne vais pas citer, ont des agendas qui sont inavouables. Lesquels, et seulement l'Église catholique aurait dû, on va dire,
mettre dans le même sac tous les camps. Il n'y a pas seulement ceux de l'ancienne majorité qui sont en campagne et que les autres ne sont pas en campagne. C'est valable pour tous les acteurs politiques qui sont dans la salle. Et ça, c'est triste et c'est risqué. Lorsque vous dites qu'il y a dans camp des c'est tout le monde. Tout le monde dans tous les camps. Et moi, je le regrette parce que nous ne sommes pas en campagne. La période de la campagne électorale va arriver. Pour l'instant, il est question de discuter du Tchad, des bases sur lesquelles nous voulons construire ces nouveaux Tchad. Nous ne sommes pas encore arrivés au stade où il faut déjà se positionner, il faut déjà, on va dire, essayer d'avoir sa part du gâteau. Non. Ça, le moment viendra. Donc, certains ont mis un peu la charrie avant le bœuf, et c'est très risqué, c'est très dangereux pour notre pays et pour la réussite de ce dialogue national inclusif. Très bien, monsieur le ministre. Les politico-militaires, les purs et durs, ou ceux qui ont des armes et qui ont des hommes, ne sont quasiment pas rentrés. Est-ce que ce dialogue est inclusif, selon vous? Bien évidemment, même s'il n'y avait qu'un seul Tchadien ou une petite partie des Tchadiens qui ne sont pas dans la salle pour participer à ce dialogue, il serait malhonnête et de mauvaise foi que de dire que le dialogue est inclusif. Les autorités ont tout fait pour qu'il soit inclusif. Mais certains n'ont pas voulu, on va dire, prendre le train. Tout fait, monsieur le ministre, tout fait. Parce que selon plusieurs, ils ont carrément, les autorités avaient fabriqué carrément des opposants armés. Le pléthore des opposants armés à Doha veut dire quelque chose, non? Bon, est-ce qu'on doit revenir et puis ouvrir le débat sur ce qui s'est passé à Doha? Je pense qu'un travail qui a été commencé par le CTS, présidé par le président Goukouni, il y a ensuite les comités qui a été mis en place et qui a remplacé le CTS qui a poursuivi ce travail. Monsieur le ministre, même le CTS n'a pas été de tout repos parce qu'on a carrément débarqué le président Goukouni. Est-ce que ça ne laisse pas de traces, ça laisse pas de... Non, Bello, moi je pense qu'il faut qu'on évite certaines polémiques. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ça n'a plus d'influence sur ce qui est en train de se produire actuellement. Il ne faut pas qu'à chaque fois on cherche la petite bête, à chaque fois qu'on on entretient un climat qui est délétère, qui suscite, qui, on va dire, entretient la rancœur. Ça, c'est fini. Non, mais monsieur le ministre, maintenant, nous sommes dans une nouvelle phase. Monsieur le ministre, permettez-moi. Il faut qu'on essaie d'avancer parce que les politico-militaires qui aient, on va dire, des éléments sur le terrain ou pas, qu'ils soient 50 ou 10, il y a un accord qui a été signé. Donc, il y a un moment, il faut qu'on arrête de discuter des choses qui relèvent maintenant, on va dire, de l'histoire du passé et qu'on se consacre un peu à la réussite de ces dialogues, réussite qui va conditionner tout ce qui va advenir de notre pays. Oui, on l'entend bien, parce que vous êtes un homme politique, vous occupez beaucoup d'espace, vous êtes un poids lourd. C'est pour ça qu'on vous pose ces questions, pour éclairer le public. Sur ces questions, même si elles sont passées, si le dialogue il est inclusif, il devait y avoir tout le monde. Il y a des gens en armes. Est-ce que demain, la paix tant souhaitée par tous les Tchadiens, serait-elle une réalité? Non, justement, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Moi, je suis un homme libre, je suis indépendant d'esprit. Je dis ce que je pense. Et j'ai été franc avec vous. Je ne peux pas dire qu'il est inclusif, même s'il y a un seul Tchadien qui doit être dans la salle et qui ne l'est pas. Donc, que les facts soient dehors, que d'autres mouvements politico-militaires aient refusé de signer l'accord de Doha, ici à l'intérieur, les Wakitama, les transformateurs, du moment où ils ne sont pas dans la salle, l'inclusivité qui était, on va dire, tant recherchée par les autorités de la transition était cornée. Mais nous sommes dans le domaine de la politique et peut-être que ceux qui refusent de participer à ces dialogues ont aussi cet objectif de ne pas permettre à ce que les dialogues soient inclusifs. Donc on ne peut pas, on va dire, imputer la responsabilité de cette inclusivité, on va dire, partielle, uniquement sur le CMT ou bien sur l'ancienne majorité. Chacun a une part de responsabilité. Maintenant, le choix, c'est entre, est-ce que parce que vous avez une partie des Tchadiens qui ne veulent pas participer au dialogue, est-ce qu'il faut, on va dire, différer le dialogue? Est-ce qu'il faut renoncer au dialogue? Ou bien continuer avec ces assises hautement importantes et poursuivre les efforts de faire revenir
ces compatriotes qui ont choisi de s'auto-exclure. Et votre position à vous, est-ce qu'il faut poursuivre malgré qu'il y ait des... Bien évidemment, et je salue les efforts qui sont faits, on va dire, de toutes parts, pour convaincre ces Tchadiens de venir dans la salle, de partager leurs avis, de défendre leurs opinions. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra sortir, on va dire, avec des solutions, des recommandations qui puissent être utiles pour la construction de l'avenir de notre pays. Très bien, Monsieur le ministre. Vous êtes, comme je l'ai dit en introduction, un intellectuel. Vous prenez la parole, vous écrivez des textes. Et je vais me permettre de lire une de vos sorties sur les réseaux sociaux. Vous avez dit « La démocratie a perdu, la liberté a perdu », une espèce d'anaphore, au sujet du parti Les Transformateurs, si je ne me trompe pas, et au sujet de leurs manifestations et de la répression qu'ils ont subie. Est-ce qu'on parle de dialogue? À côté, on réprime des gens parce qu'ils manifestent. Qu'est-ce qu'Abdoulaye Sabre, l'intellectuel, pense? Est-ce qu'il ne faut pas les laisser manifester en cette période de dialogue? Est-ce que ce n'est pas une erreur du CMT de réprimer? Tous les Tchadiens ont vu les images dans les réseaux sociaux, ils ont vu tout. Est-ce que c'est normal, Monsieur le ministre? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et vous lisez ce que j'ai écrit et si vous avez compris en conclusion, c'est qu'avec ces événements, c'est tout le monde qui a perdu. C'est le Tchad qui a perdu. Et c'est ce Maxra qui est à l'origine aussi, on va dire, d'une certaine manière de ces événements, lui aussi il a perdu, contrairement à ce que je lis ici et là, comme si lui il avait gagné. Il y a eu, on va dire, un déficit de discernement, une mauvaise appréhension du contexte qui a conduit à ce que, premièrement, on puisse, on va dire, susciter cette affaire-là en ce moment précis, et puis également ensuite la réponse de l'intéressé lui-même par rapport à cette fameuse convocation. Donc personne n'a gagné. Et vous avez raison de souligner l'importance de la liberté de manifester. Et il ne faut pas oublier aussi que depuis le début de la transition, nous avons aussi franchi un nouveau palier dans l'ancrage de la démocratie et le respect des droits et libertés fondamentales dans notre pays. Lesquels, par exemple? Par exemple, la liberté de manifester. Vous avez vu les premières manifestations autorisées avec le début de la transition. Et je regrette que cette liberté soit mise entre parenthèses depuis maintenant quelques mois. Vous avez suivi le ministre de la Sécurité qui disait que le président du Conseil militaire de transition était, on va dire, dans une disposition de ne pas, on va dire, brider de nouveau cette liberté de manifester, mais qu'en tant que ministre de la Sécurité, par rapport au contexte, par rapport à certains risques, par rapport aux troubles, certains qui ne manquaient pas de surgir, lui, il ne pouvait pas prendre le risque d'autoriser ces manifestations. Donc, ça va durer pendant cette période, on va dire, de dialogue. Et je reste convaincu que dès la fin du dialogue, les Tchadiens retrouveront de nouveau cette liberté. J'ai compris que vous êtes un soutien avéré du président de la transition, même si vous n'avez pas encore choisi clairement votre camp. Est-ce que le président de la transition n'est pas mal conseillé lorsqu'on voit ce genre de répression ou ce genre sur les transformateurs? Bon, moi je connais les présidents du Conseil militaire de transition avant qu'ils ne le deviennent. On se connaissait, on a collaboré ensemble, on s'estimait, on se respectait et ça n'a pas changé depuis lors. Donc, qu'il soit mal entouré, en tout état de cause, c'est le chef de l'État lui-même qui choisit son entourage, on ne le lui impose pas. Et souvent, je répète cette citation de Machiavel, qui dit les princes est à l'image de ses conseillers. S'ils sont bons, il sera bon. S'ils sont mauvais, il sera mauvais. Et ça, c'est une vérité universelle qui s'applique à tous les chefs d'État. Et si on l'applique au cas du Tchad, à la transition? Bon, ça, chacun se fera sa propre opinion. Moi, j'ai été collaborateur du chef de l'État.
j'ai choisi de partir. On s'est expliqué par la suite. Et honnêtement, je ne voudrais pas porter un jugement sur ceux qui travaillent autour des chefs de l'État aujourd'hui. Mais merci de m'étendre la perche au sujet de votre démission. Vous avez démissionné et vous avez fait un texte qui a touché beaucoup de gens. Vous avez parlé des gens qui bafouent un peu l'administration ou la gestion du pays. Au fait, est-ce que vous êtes parti parce que vous n'êtes pas entendu avec le secrétaire permanent particulier du président de la République, ou c'est parce que vous avez été frustré par ses décisions à lui, le président de la République et son secrétaire particulier? Ça, je vous renvoie à ce que j'ai dit à l'époque sur RFI, c'est que j'ai écrit sur ma page Facebook, et c'est de l'histoire ancienne. Ça, c'est du passé. Et moi aussi, je suis passé à autre chose. En ce moment où j'étais au cabinet, j'avais, on va dire, mes raisons qui m'ont convaincu de ne pas s'accrocher à ces postes. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une démission sous d'autres cieux, c'est un événement, on va dire, presque ordinaire. Mais il n'y a que au Tchad où quand un responsable politique ou un cadre démissionne, on essaie d'interpréter ça, on essaie, on va dire, de déformer les raisons, on essaie de les clouer au pilori, celui qui est démissionnaire, on essaie de l'ostraciser. Mais justement, monsieur le ministre, vous avez la chance aujourd'hui d'expliquer au public clairement. Non, je n'ai pas à l'expliquer parce que je l'ai déjà expliqué et ça, je crois que ça fait déjà plus de 5 ou 6 mois. Donc, est-ce que ça sert à quoi de parler? Mais c'est parce que c'est vous, c'est Sabre. Non, Bello, c'est un non-événement. Moi, je n'étais pas en situation de pouvoir aider le président, j'ai choisi de partir. J'ai par la suite échangé avec lui, on s'est expliqué, on s'est compris. Je ne sais pas pourquoi je dois revenir encore sur ça. Il y a des choses plus importantes en ce moment que ma démission, ma vieille démission déjà. Très bien, on vous entend toujours sur la sortie le discours de l'ancien ministre des Affaires étrangères et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Vous avez écrit un texte et j'ai lu le texte 2 fois. Dites-moi si je me trompe. Vous avez critiqué un peu la sortie de Moussa Faki, je me résume, en disant qu'il n'assume pas l'héritage à peu près du maréchal, si j'ai bien compris. C'est exact? C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Je n'ai pas critiqué les discours de Moussa Faki. Je n'ai pas critiqué les présidents du Conseil militaire de transition. Il faut comprendre le discours de Moussa Faki. Moi, je ne suis pas un lâche. Ce n'est pas parce qu'on crie à sur les baudets, parce que Moussa a fait un discours, que je vais me mettre aussi à tirer sur Moussa. Moussa, moi je sais, et tout le monde sait ce qu'il a apporté durant les années où il était à côté du maréchal, et surtout quand il était aux affaires étrangères. Moussa a été le principal artisan de la paix après les événements, on va dire, de 2008 et le rétablissement, le renforcement des relations avec le Soudan. Moussa a été un proche collaborateur, peut-être le plus proche collaborateur du maréchal. Certains ont essayé d'interpréter les discours de Moussa Faki pour le nuire et pour brouiller davantage ses relations avec le président du Conseil militaire de France. C'est des bonnes guerres dans les domaines de la politique. C'est brouillé maintenant les relations? Non, ça les regarde, mais l'objectif recherché, c'était celui-là. Et tout le monde de chaque côté qui veut, on va dire, faire la danse du ventre, essayer de plaire au président en disant que voilà, c'est un traître. Il a dit non. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de la synthèse du rapport général de Cotonou, l'état de lieu qui est fait de notre pays. Et si vous comparez les discours de Moussa par rapport à ce qui est dans ces rapports, vous allez considérer que c'est vraiment une note, on va dire, insignifiante, ce que Moussa a dit. Moussa, il a dit qu'il a une part de responsabilité dans la gestion de ces pays depuis les années 1960.
Il n'a pas parlé de 90 à 2022, il a parlé de 1960 à aujourd'hui. Mais ceux qui l'ont beaucoup reproché, c'est les 30 dernières années, c'est pas les années... Non, mais réaliser son... Moi, je ne suis pas l'avocat de Moussa, moi je vous donne comment moi j'ai perçu, comment j'ai interprété, comment j'ai reçu ces discours-là. Et je ne suis pas de ceux-là qui vont, juste pour faire plaisir, essayer, on va dire, d'accuser le président de la Commission de l'Union africaine. Je ne sais de quelle intention. Et chacun s'est fait, on va dire, son opinion sur ce qui a été dit ces jours-là. Mais comme je l'ai écrit, faire de l'autocritique en ce moment précis, ce n'est pas un crime. Au contraire, ce n'est pas une faiblesse non plus. Donc c'est un très bon discours. C'est un bon discours, un discours qui décrit la réalité de notre pays. Et cette réalité, elle est construite depuis 1960. Est-ce que ce n'est pas un discours de positionnement ou de futurs candidats, non? Ça, je pense que vous ferez mieux de poser cette question à l'intéressé lui-même. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que dans cette période que nous sommes en train de traverser, on ne doit pas s'émouvoir de simples mots. Et les présidents du Conseil militaire de transition, je pense qu'en termes de tolérance, d'acceptation, on va dire, de ce qui est, on va dire, contraire même à ses convictions à lui, on n'a pas de leçons à lui donner. Mais il ne faut pas aussi que certains profitent d'un simple discours pour essayer de fabriquer quelque chose qui ne soit pas acceptable. Le temps file, Monsieur le ministre. Dernière question, la question qui fâche. Regardez la caméra ici et répondez aux Tchadiens. Vous êtes le papa des 16 mesures. Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui? Parce que ces mesures ont fait beaucoup de mal. Absolument pas. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Dites-le aux Tchadiens. La crise. Oui, vous, aux Tchadiens, j'ai entendu beaucoup de choses. Hein. Ça dure déjà depuis 4 ou 5 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je ne suis pas à l'origine d'une quelconque manière de la crise qui a frappé notre pays à partir de 2016. Moi, j'ai été nommé ministre des Finances, je crois, en décembre 2017. Décembre 2017, en pleine crise. Et je peux dire que ce que nous avons fait avec mon équipe de l'époque aux finances, j'en suis fier. J'en suis fier parce que grâce à ce courage, ce n'était pas évident. Hein. Et ce n'est pas pour rien qu'on m'a amené aux finances dans ces moments-là. Grâce à ces mesures, grâce à notre ténacité, on a sorti le pays du gouffre. Mais ça, certains le disent. D'autres qui sont convaincus de la nécessité de ces mesures et de la justesse de ces mesures, disent le contraire, mais au fond d'eux-mêmes savent que si on n'avait pas pris ces mesures-là, et en ce moment pas précis, les fonctionnaires n'auraient pas touché leur salaire à la fin de chaque mois. Et personne n'en parle. Moi, j'ai mis, je crois, 7 mois en tant que ministre des Finances. Mais est-ce qu'en 7 mois, on peut faire quelque chose? Non, mais quand même, il y avait un plan que j'avais soumis à l'époque aux partenaires sociaux, et ces plans devraient nous permettre de sortir de ces mesures-là au bout, on va dire, de 12 mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année 2018. Ce que les gens ne disent pas, c'est que pendant la période où j'étais ministre des Finances, les premiers trimestres 2018, si vous le comparez aux années précédentes, on a augmenté les recettes de plus de 70%. Ça, personne n'en parle. Mais en politique, ça fait partie du jeu, ça fait partie des règles. Et pour répondre à votre question, j'assume ce qui s'est passé comme mesure en 2017-2018, et dans les mêmes circonstances, les mêmes contextes, les mêmes enjeux, aujourd'hui, je défendrai et je référerai exactement la même chose. Ça, il faut que ça soit clair. Très bien. Dernière petite question. Je n'oublie pas que ça fait souffrir les fonctionnaires, que ça a eu un impact social terrible sur certaines familles, mais il fallait passer par là pour sauver l'essentiel. Mais les finances publiques sont toujours dans le rouge, Monsieur le ministre. Dernière question, Monsieur le ministre. Le dialogue, votre pronostic, ça marchera pas? Honnêtement, ça dépend on va dire, de l'audace que les présidiums et que Gali auront.
Mais Gali n'est pas seul, hein. Il y a beaucoup de, oui, mais il est beaucoup avec, de dinosaures autour de lui. Il y a beaucoup de dinosaures, mais je pense qu'il est le président des présidiums. C'est lui qui porte, on va dire, toute la crédibilité du dialogue sur ses épaules. Moi, je voudrais qu'il prenne des initiatives qui soient audacieuses. Et honnêtement, je ne serais pas contre l'idée d'une énième suspension, même pour 2-3 jours, et que lui, il prenne, on va dire, la tête d'une délégation. Le comité ad hoc qui a été mis en place, sans porter de jugement sur sa composition, est récusé par certains acteurs. Donc lui, il peut prendre les devants et puis faire une ultime tentative auprès de ceux qui ont quitté la salle, de ceux qui ne sont jamais venus, pour les faire venir dans la salle. Si ça ne réussit pas, excusez-moi, on ne peut pas, on va dire, pénaliser les 90 ou 95% des Tchadiens qui sont représentés, qui sont dans la salle. Et je ne sais pas, pour faire plaisir à une infime partie qui est en dehors de la salle. Et ça, je pense qu'il y a un travail qui doit être fait, un dernier effort qui doit être consenti. Si ça ne marche pas, les dialogues continuent. Ces conclusions, comme c'est dans le règlement intérieur, seront, on va dire, contraignantes et exécutoires. Et on va essayer d'avancer. Le bilan du maréchal, vous assumez? Vous êtes MPS ou pas MPS? Le bilan des maréchals, je ne sais même pas pourquoi tu me poses cette question. Non seulement je l'assume, le maréchal, on l'a servi. Il a servi ce pays. Et aujourd'hui, vous avez constaté, Bello, il y a beaucoup d'humilité, beaucoup de retenue du côté de l'ancienne majorité. Quand on entend des gens qui n'ont fait aucun acte, qui n'ont rendu aucun service à ces pays et qui disent que voilà, ils ont enterré les Tchad, moi j'ai envie de rigoler. Très bien, monsieur le ministre. Le bilan des maréchal, je pense que l'histoire va les réhabiliter encore davantage. Et ce que le maréchal a fait pour le Tchad, personne ne le fera. Très bien. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez vu, entendu, constaté, monsieur Sabre, sans jeu de mots, toujours sabre à la main comme un guerrier. Merci, monsieur le ministre. Merci, Bello. Merci, ça fait un plaisir.